Bienvenue sur 13e rue pour ce nouvel épisode des faits Carl Zero au pays de la corrida et du flamenco. À Madrid, très exactement, où a été perpétré un crime particulièrement sanglant et totalement gratuit. Carlos Moreno avait 50 ans et travaillait humblement comme technicien de surface. Au petit matin du 30 avril 1994, après une nuit de labeur, il attend son bus pour rentrer chez lui. 35 coups de couteau portés à la gorge et dans le ventre vont le faire passer de vie à trépas. Ces assassins sont deux jeunes madrilènes, des étudiants bien sous tout rapport, mineurs au moment des faits. Alors, pourquoi s'en sont-ils pris à ce pauvre quinquagénaire sans défense? Eh bien, tout simplement parce qu'ils suivaient les instructions d'un jeu de rôle. C'est un enfant qui a grandi avec amour, mais il y avait quelque chose dans la tête de Javier Rosado. Le jeu inventé par Rosado s'appelait Race. Le hasard, c'est le hasard. Il passait par là, et il leur a plu. Il était petit, moche et avec une tête stupide. Mais sa surprise est grande lorsqu'il le poignarde. C'est long le temps que met un idiot à mourir. Comment ça, ils ont tué par jeu? Personne ne tue pour ça. Ce journal, il l'a sans doute écrit peu de temps après. Danger. Ça a été pour lui comme une façon, un moyen de prolonger son crime, son assassinat. La juge, la présidente du procès, a douté. Elle a douté à l'heure de savoir s'il avait simulé ou pas. Il est libre. S'il tuait de nouveau, il serait beaucoup plus difficile de l'attraper. À Madrid, au pays de la douceur de vivre, parfois les jeux sont bien plus sanglants qu'ailleurs. Et un récit pas comme les autres va passionner les Espagnols. Ce 15 mai 2003, l'Espagne s'est confortablement installée dans son canapé et découvre sur la chaîne Telecinco une soirée thématique consacrée aux jeux de rôle. Au menu, un téléfilm et un débat, une bonne vieille soirée à la sauce dossier de l'écran. Sauf que le film s'appelle Jugar a Matar. Entonces fue cuando le cogí por detrás agarrándole con mi brazo por el cuello. Le clavé el cuchillo por la espalda y Carlos, para debilitarle, le empezó a pinchar toda aquella asquerosa barriga. Empezó a llamarnos hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Yo tiré de él hacia el descampado mientras le iba clavando el cuchillo por la espalda. No paraba de gritar como un cerdo. Nos caímos por el terraplén. Intentaba huir, pero no podía, se caía. Le cogí otra vez por detrás para que Carlos pudiera matarle. Pero se moría. Era espantoso. Lo que tarda en morir un idiota. Devant leurs écrans de télé, les Espagnols tremblent. Jouer à tuer s'inspire d'un cas réel, d'un fait divers terrible qui en 1994 a terrorisé le pays. Le film narre les aventures morbides et sanglantes d'un duo d'adolescents adeptes des jeux de rôle et qui ont décidé de jouer et de tuer pour de vrai. Le réalisateur du film sait qu'avec cette histoire, il tient un scénar à l'américaine. C'est en quelque sorte le premier assassin moderne espagnol. Il y a le jeu de rôle et certaines attitudes qui le rendent très contemporain. Isidro Ortiz a visé juste. Lors de la diffusion de Jugar a Matar sur la chaîne Telecinco, 5 millions d'Espagnols sont au rendez-vous. Carton historique d'audience. C'est dire si l'épopée sanglante de ces deux adolescents passionne le pays. Ou quand la réalité dépasse la fiction, voici la véritable histoire de Javier Rosado et Félix Martinez. C'est sur un terrain de football un peu comme celui-là que nos deux futurs assassins se sont rencontrés au début des années 90. En bons ados, ils préfèrent encore les activités physiques aux univers virtuels et oniriques des jeux de rôle. Et comme tous les mômes espagnols, ils jouent au foot. Javier Rosado n'a pas le toucher de Zidane ou de Maradona, mais c'est un leader. Félix Martinez aime ça et va suivre ce footballeur bien singulier. L'une des amitiés les plus sanglantes de l'histoire criminelle espagnole
vient d'être scellé autour du ballon rond. Javier Rosado habite dans un quartier résidentiel au nord de Madrid. Bon élève, enfant calme et réservé, Javier est un ado qui se présente a priori comme sans histoire. Javier Rosado est issu d'une famille classique, très structurée. La mère a fait des études d'infirmière, un travail normal, une femme très respectée. Elle est très aimée, très appréciée à son travail. Le père, il n'en parle jamais, ou très peu. Mais on sait que le père, il avait un poste à responsabilité dans le monde de l'aéronautique. Et enfin, il a un frère aîné qui est aussi chimiste. C'est un jeune homme très normal dans ses relations avec ses proches, dans le monde du travail. C'est un garçon jeune, parfaitement inséré dans son environnement social. Il ne correspond pas aux critères établis par les méthodes habituelles de profilage, n'a pas connu de traumatisme dans son enfance, ne présente a priori aucune maladie mentale, aucune maladie générant des troubles psychotiques, ni semble être schizophrène. Ce n'est pas un enfant rejeté par les institutions. C'est un enfant dans une bonne famille, qui a grandi avec amour. Mais il y a quelque chose dans sa tête. Ce quelque chose dans sa tête, Javier le nourrit en lisant. Le gamin est brillant mais solitaire, il se réfugie dans la littérature fantastique. Son auteur favori est l'écrivain américain Lovecraft, un auteur du début du XXe siècle connu pour ses récits d'horreur et sa prose dépressive. Javier fait découvrir ces mondes à la frontière du réel à Félix Martinez. Plus jeune et moins cultivé que lui, Félix est surtout plus instable. Félix a été adopté, donc dans les faits, il a grandi sans père ni mère, et il le sentait. C'est un bon garçon, avec un grand cœur, mais totalement influençable. On sentait réellement qu'il manquait d'amour dans son enfance, sa jeunesse. Il présentait un déficit affectif. Félix traîne son spleen et aime fréquenter des camarades plus âgés. Ça le rassure. Félix était un enfant immature, solitaire, sans formation, en total manque d'amour. Dans l'amitié, cet enfant délaissé, abandonné par les autres, se cherche un exemple. Javier Rosado sera son exemple. Javier a été le père, le frère aîné, le leader, le gourou, un peu comme le petit dieu de l'univers de Félix. Félix et Javier ne se quittent plus, ils sont devenus inséparables. Et le jour où l'un a un pépin, l'autre est là. Javier Rosado vient de se fracturer la jambe. À son corps défendant, le voici donc immobilisé. Heureusement, pour combattre l'ennui, il peut compter sur son nouvel ami, Félix, qui va lui offrir un bien innocent jeu de rôle, un jeu de société où des challenges sont imposés aux joueurs à coups de dés. Quoi de mieux pour passer le temps, pense-t-il. Les deux amis se prennent de passion pour les jeux de rôle. Ces jeux de société où combattent des personnages fictifs, soit fantasmagoriques, comme des elfes, des fées, ou des êtres mythologiques, chevaliers, monstres, dieux. Mais d'autres jeux opposent des personnages réels, comme des criminels ou des policiers. Chaque joueur incarne un personnage, c'est-à-dire ce n'est pas comme dans les jeux de dames ou d'échecs où l'on est extérieur au jeu. Là, ici, chaque joueur incarne son personnage, colle à la fiche de ce personnage. Le joueur se choisit un personnage, un rôle prédéterminé par le jeu. Cela peut être un guerrier, un voleur, un paysan. Et pendant toute la partie, il se comporte comme se comporterait ce personnage. L'un des joueurs a un statut bien particulier. C'est le maître de cérémonie, le master. Il est le directeur de l'histoire. Oui, le créateur de l'histoire. Sans lui, il n'y a pas de jeu de rôle. Les autres personnages ne font que suivre son histoire. Mais même s'ils ont une relative liberté d'action, l'histoire reste celle que propose le master.
Les joueurs ne font que suivre les aventures du master. Si le master propose de résoudre une enquête sur un crime, un vol, les personnages sont obligés de le faire. Ils sont un peu libres d'agir à leur guise, comme ils veulent, mais celui qui porte le poids du jeu, c'est le master. Un statut qui colle bien à la personnalité de Javier Rosado. Félix connaissait l'existence des jeux de rôle, et c'est lui qui a montré et offert le jeu à Javier. Et Javier a adoré, parce que c'était un jeu fantastique, avec des personnalités, des monstres, des caractéristiques psychologiques. Et il est devenu le leader de ce jeu, avec Félix comme disciple. Les règles en main, Javier Rosado va aller au-delà du jeu. De joueur, il va devenir créateur. Il ne se satisfait pas des jeux qu'il trouve sur le marché. Ils sont trop gnangnans, trop superficiels à son goût. Il prétend jouer à son propre rôle. Un jeu qui lui permettrait de canaliser ses pensées nauséabondes, morbides, macabres. Le jeu de rôle que va s'écrire Javier Rosado s'appelle Race. C'est un jeu raciste. C'est un jeu pour tuer. Javier Rosado va créer un jeu où les archétypes, c'est-à-dire les caractères des personnages, s'inspirent de théories qui le fascinent, telles que l'eugénisme. Le jeu inventé par Rosado s'appelait Race. Et au lieu d'incarner des personnages, on incarnait plutôt des valeurs. Des valeurs comme la bonté, la vengeance, mais toujours au travers de personnages archétypaux. Si un personnage avait des qualités comme l'agressivité, la force, l'astuce, par exemple, Javier y rajoutait plus de 20 qualités supplémentaires. Il y a rajouté rapidité, violence, fantaisie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un simple jeu de rôle, dans l'esprit de Javier, est devenu un méga jeu. Dans Race, le jeune étudiant divise l'humanité en 46 catégories de personnages. Le but du jeu est d'éliminer les sous-êtres ou encore les pauvres types, comme ils disent. Il y avait une philosophie raciale, une philosophie classiste, avec des personnages insignifiants, un peu comme les Epsilon dans Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. C'est-à-dire des êtres sans importance, sans aucune valeur, dont la mort était justifiée pour cette raison. Il y avait des leaders, eux, sont des personnages vaillants, forts, et qui, eux, possédaient la capacité de tuer les êtres inférieurs. Et c'est pour ça qu'il l'appelait Race. Race les passionne. Ils y jouent tous les jours, jusque tard dans la nuit, dans la chambre de Javier. Plus qu'une chambre, c'est un antre littéralement dédié à la culture du jeu de rôle. Au mur, des posters, des figurines, des dessins sataniques, des inscriptions ésotériques. Et près de 3000 ouvrages, dont le Mein Kampf d'Adolf Hitler. C'est dans cet univers que la passion va tourner à l'obsession. Ils étaient ensemble jusqu'à 10 heures par jour. C'est-à-dire, ils vivaient en immersion dans ce jeu de rôle, en immersion dans une chambre d'appartement. Ils y restaient des heures et des heures, toujours ensemble. Parfois ils sortaient, mais ces heures et ces heures passées ensemble ont fait qu'à la fin, Félix buvait les paroles de Javier. Le jeu ne suffit plus. Ils en conservent les règles, mais cette fois-ci, ils prétendent les appliquer au monde réel. En cette soirée du 30 avril, Javier va écrire le déroulé de la prochaine partie. Avant 1h du matin, il devait tuer une jeune femme. Après, entre 1h et 3h, il fallait tuer une femme, mais âgée. Et enfin, après, il n'y avait d'autre possibilité que de tuer un homme âgé présentant des caractéristiques particulières. Taille normale, plutôt petit et chauve. Cette fois-ci, la partie ne se jouera pas à coups de dés. Les deux ont des couteaux, des simples couteaux de cuisine, comme on en trouve dans tous les foyers. Ils ont enfilé des gants pour ne pas laisser d'empreintes, car ils ont conscience qu'il ne faut pas laisser de traces, et ainsi pouvoir fuir après le jeu. Direction le quartier de Manoteras. Dans ce coin reculé, du nord de Madrid, se trouve le lycée de Félix. Javier vient souvent chercher son camarade de jeu. Les deux connaissent le moindre recoin de ces ruelles sombres et tranquilles.
Le quartier où se produit le crime est un quartier tranquille, middle class, pas du tout un quartier marginal. Ils rôdent, ils sont en chasse. Tout se précipite, une femme passe au loin. Dans leur sac, ils extirpent leurs couteaux et se lancent vers leur proie. Ils sont sur le point de tuer une jeune femme, mais elle s'échappe de peu. La jeune femme leur échappe. Qu'importe, ils en trouveront une autre. Puis ils sont sur le point de tuer une femme âgée qui sort les poubelles et les jette dans un conteneur, mais elle rentre chez elle en courant, ferme le portail. Ils ne peuvent l'attraper. Elle rentre dans le hall, referme la porte et elle est sauvée, comme par miracle. Ils ne trouvent personne qui corresponde à leurs critères. Ils décident alors de s'attaquer au premier venu. Et c'est alors qu'ils tombent sur un homme qui attend le bus, seul, pour rentrer chez lui. Ils décident alors que c'est leur victime idéale. Le hasard, c'est le hasard. Il passait par là et il leur a plu. Il était petit, moche et avec une tête stupide. Cet homme au profil stupide, à leurs yeux, c'est leur victime. Ils l'ont baptisé Benito, le nom que porte la victime masculine dans leur jeu, Race. C'est dans cet abribus que le drame va se jouer. Javier Rosado et Félix Martinez vont accoster la victime comme de simples voleurs. Armés de leurs couteaux, ils interpellent Benito et lui intiment l'ordre de leur remettre son argent, son portefeuille. Benito n'est pas tellement effrayé par ces deux jeunes ados à l'allure juvénile et au geste gauche. Il ne va leur remettre que 3000 pesetas de l'époque, c'est-à-dire des broutilles. Il a pourtant sa paye du mois à l'intérieur de sa poche. Benito pense s'en sortir sans grand dommage. Il se trompe, parce que les deux tueurs n'en veulent pas à son argent. Il est 5 heures du matin, un homme, la cinquantaine, attend le bus. Lorsqu'il voit arriver vers lui 2 jeunes. D'un coup, il voit qu'un individu s'approche de lui, grand, maigre, un peu voûté, l'autre plus jeune, plus petit, plus gros, les deux agités. Ils foncent sur lui, lui pense, d'après ce que diront les enquêteurs, qu'ils vont le voler. Ils sortent leurs couteaux et lui pense s'en tirer en donnant un peu d'argent. Mais sa surprise est grande lorsqu'il le poignarde. Entre la victime et ses agresseurs, la lutte est acharnée. L'individu est fort, l'individu résiste, parce que ce ne sont pas des coups de couteau mortels qui touchent des parties vitales qui pourraient entraîner une mort rapide, non. De plus, il s'était réparti les tâches. L'ado, le jeune, plus petit, le poignardait au niveau du ventre pour l'affaiblir, tandis que le grand, Javier Rosado, d'après ce qu'il a dit, tente de l'égorger pour se concentrer sur ce qui était pour lui le but du jeu. Benito se débat, hurle à la mort. Face à lui, les deux monstres n'ont pas de limite dans la barbarie. Ils l'ont poignardé, il en sortait un liquide blanchâtre. La victime glougloutait, ça le dégoûtait. Et lui, il introduit sa main jusqu'au coude. Il a pénétré presque tout le bras, là, dans la gorge. Il a quasiment frôlé la colonne vertébrale, ou ce qui pensait être la colonne vertébrale. Il saisit les entrailles, saisit tout ce qu'il peut et les ressort par la plaie et par la bouche. L'indicible horreur va durer plus de 15 minutes. C'est long, 15 minutes pour mourir. Dans l'abject, Javier Rosado ira jusqu'à formuler son étonnement. C'est long le temps que met un idiot à mourir. Il faut voir le temps que met un idiot à mourir. Cet homme-là montre là qu'il n'a aucune considération pour la victime, qu'il n'a aucune empathie pour lui. Pour moi, c'est un véritable psychopathe. Hacía ruidos, como si estuviese haciendo gárgaras. Le dije a Carlos que le cortara la cabeza para que callara de una vez. Pero el hueso era muy duro. Luego por fin dejó de hacer ruidos. Pour Javier et Félix, la partie est jouée. C'était un jeu. Il n'y avait aucune autre volonté que celle de gagner. De fait, ils le tuent, repartent et préparent déjà la partie suivante. Petit matin, un chauffeur de bus prend sa pause et se promène en fumant une cigarette. Il descend du véhicule, longe un terre-plein, ici même, en contrebas de cette station terminus. Il entrevoit une forme, il s'approche, il entreaperçoit du sang. Et là, le choc, à ses pieds, le corps
ensanglanté d'un homme présentant de multiples plaies à la gorge, couvert de sang, de ronces, de terre battue. Les secours arrivent en un éclair. C'est une vision d'horreur qui les attend, un corps massacré et un chauffeur en état de choc. Les policiers identifient rapidement la victime, le Benito du jeu. Il s'appelle en réalité Carlos Moreno, un homme de 50 ans, employé de ménage dans une société du quartier. Il travaille de nuit et à l'aube, son travail terminé, il rentre chez lui, retrouver sa femme et ses 2 enfants adolescents. Ils ont l'âge de ses bourreaux. À la vue de l'état du corps, les enquêteurs sont interloqués. Ils contactent un de leurs anciens collègues, Salvador Ortega. Je leur ai dit que s'il y avait beaucoup de blessures, qu'ils examinent bien s'il s'agit d'un piquage. Lors d'un piquage, on ne contrôle pas ses pulsions. Comme un psychotique, un fou, qui porte beaucoup de coups de couteau. C'est le phénomène de piquage. Pas 2-3 coups pour tuer, mais beaucoup d'impacts à divers niveaux. En haut, en bas, avec des pénétrations diverses. Comme si on ne contrôlait pas ses pulsions. Et alors on porte des coups. Si les enquêteurs contactent Salvador, devenu criminologue après son départ de la police, c'est qu'il est le spécialiste espagnol des serial killers. C'est dire si ses conseils sont utiles. Ce sont 2 armes différentes, 2 individus différents, des coups portés à 2 hauteurs différentes, mais des attaques similaires. Donc des coups portés au même moment, dans des positions différentes. La théorie du crime crapuleux est rapidement écartée. La victime avait encore sur lui sa paye. Ortega est formel. Ces lésions donnent à penser qu'on a voulu faire souffrir. C'est typique d'un psychopathe sans empathie. C'est-à-dire qu'il n'a aucune pitié, qu'il cherche à faire du mal et ce mal leur procure du plaisir. Les enquêteurs passent la scène du crime au peigne fin. Ils découvrent un bout de latex provenant d'un gant et une montre. Bref, pas grand-chose. La police s'en remet aux médias. Le sordide fait divers fait la une de tous les journaux, télé, presse, radio. Mais la police rame. Quelques semaines plus tard, Télémadrid consacre une émission spéciale à ce crime sanglant non élucidé. Les enquêteurs espèrent qu'un témoin spontané pourra faire avancer leurs recherches. Comme tout le pays ce soir-là, les assassins sont également devant leur télé. Nous sommes en train de parler d'un crime qui a bouleversé l'Espagne. Les assassins vont se trahir. Ce soir-là, Javier, toujours accompagné de son fidèle Félix, a réuni de nouveaux amis. Il a une idée derrière la tête. Ces nouveaux amis, il prétend les enrôler pour une nouvelle partie mortelle. Dans la chambre où ils sont tous réunis, la télé est restée allumée, branchée sur Télémadrid et le crime sanglant de Mano Terrace. Javier tend l'oreille et face à ses camarades de jeu, il ne peut s'empêcher de contredire la reconstitution des faits montrés dans le reportage. Lui revit ces moments de violence qu'il a vécus sous cet abribus avec cet homme qu'ils ont tué et il prend du plaisir à corriger les dires des policiers, des journalistes, en donnant des détails que lui seul connaît. Félix, lui, se tait, tandis que Javier va jusqu'à donner des éléments qui n'apparaissent pas dans l'enquête. À cet instant, un de ses camarades comprend qu'il est face aux assassins. Ce soir-là, dans la chambre de Javier Rosado, un de ses copains éprouve un profond malaise en comprenant que Javier est l'assassin de Carlos Moreno. Il décide d'en parler à son confesseur, un prêtre, qui lui ne va pas hésiter une seconde à rompre le secret du confessionnal. Les parents prévenus alertent les forces de l'ordre. L'enquête va enfin pouvoir commencer. Le 4 juin 1994, les policiers débarquent chez Javier Rosado et découvrent l'antre du mal, sa chambre. Les armes du crime sont devant leurs yeux. Ce sont les couteaux utilisés contre Carlos Moreno. Les policiers tombent à pic. Javier et Félix étaient sur le point de sortir pour une nouvelle promenade macabre. Il l'arrête lorsqu'il sortait de chez lui, avec son complice, avec qui il avait déjà commis le premier crime.
Les deux portaient des gants en latex et des couteaux. Et ils étaient prêts à commettre une seconde partie de jeu de rôle. Ils avaient déjà préparé un second assassinat. On est donc passé à 2 doigts d'un second meurtre. Mais la police n'est pas au bout de ses surprises. Là, dans la chambre de Javier, ils découvrent le mobile du crime. Les tueurs avaient suivi les instructions d'un jeu de rôle. Ils ont donc tué gratuitement un homme pour jouer. La famille de la victime est sous le choc. Comment ça, ils ont tué par jeu? Personne ne tue pour ça. Ma mère est devenue hystérique. Elle a fait une crise de nerfs. Putain, je vais les tuer. Si pour eux c'est un jeu de les tuer, ça va être aussi un jeu pour nous de se venger. Les enquêteurs sont abasourdis. Dans le capharnaüm de cette chambre, ils découvrent les règles du jeu. Race et surtout un journal intime rédigé par Javier Rosado, où il relate les faits. C'était horrible. Cela faisait un quart d'heure que j'essayais de le tuer et il continuait à hurler. Quelle saleté de mec! Mon camarade m'a alors apostrophé. Regarde, je lui ai sorti les tripes. Moi j'ai été la première personne à lire ce terrible journal. J'ai vu alors une masse visqueuse qui sortait de son nombril. J'ai redoublé d'efforts, c'était amusant. Quelle joie de saisir sa colonne vertébrale. J'ai pu alors admirer mon œuvre. On aurait dit un chapitre d'American Psycho. Mais là, c'était écrit par un jeune de 21 ans. Ce journal, il l'a sans doute écrit peu de temps après. D'Inger. Ça a été pour lui comme une façon, un moyen de prolonger son crime, son assassinat. Je n'ai senti aucun remords, ni culpabilité. Pas si mal pour des amateurs. Le fils, lorsqu'il a lu dans le journal El País comment on avait tué son père, à certains moments, je me souviens, il s'est effondré. Le fils de Carlos Moreno va alors convoquer une conférence de presse. Il souhaite que le pays tout entier découvre la monstruosité de ce récit et de ses auteurs. On est arrivé à la maison vers 5h15, on s'est lavé, on a jeté nos vêtements. J'avais la sensation d'avoir accompli mon devoir, d'avoir satisfait une nécessité élémentaire. Cela m'a encouragé à commettre d'autres crimes. Tout ça me donne à penser à moi que ces mecs voulaient continuer à tuer. L'Espagne est anéantie et une polémique va naître. Les jeux de rôle sont dans le collimateur des familles, des éditorialistes, des journalistes, des sociologues. Et si les jeux de rôle pervertissaient la jeunesse? Oui, les parents s'inquiètent lorsqu'ils voient que leurs enfants jouent aux jeux de rôle chez eux. Ceux qu'on appelle les rôlistes sont dans la ligne de mire. Beaucoup de journalistes ont affirmé, sans preuve, que les jeux de rôle étaient mauvais pour la santé, qu'ils provoquaient même des nécroses cérébrales, que les joueurs de rôle étaient des malades. En Espagne, on a diabolisé les jeux de rôle. On en est arrivé à dire qu'ils poussaient les joueurs à adopter des personnalités annexes ou à entreprendre des activités illicites. À partir de là, on a voulu en quelque sorte criminaliser les jeux de rôle. Et c'est totalement stupide. Pour les rôlistes, plus qu'une chose à faire, se mobiliser pour sauver la face. Beaucoup d'associations de défense sont montées au créneau, parce qu'on a voulu associer le jeu de rôle avec l'assassinat de Carlos Moreno, et prétendre que le jeu de rôle est un jeu assassin. Une spectaculaire manifestation va être organisée dans les rues de Madrid. Ça a conduit à ce que les associations de rôle organisent une manifestation de protestation contre cet assassinat. Et dans cette manifestation a été lu un communiqué. Le plus important, c'est que ce communiqué a été lu par la famille de la victime. Ils ont déchargé les jeux de rôle de toute responsabilité, insistant sur le fait que ce sont des activités ludiques, imaginatives, et qu'ils ne pouvaient croire que cela ait eu la moindre incidence sur la mort de leur père et leur mari. Ils ont bien insisté sur le fait que ces jeux ne sont pas dangereux. Le soufflet retombe et les experts s'amusent de cette mise en accusation. Ce sont des jeux sains dans un esprit sain. À quoi sert un couteau chez moi? À couper de la viande. Et chez Peter Courten, à découper des enfants. Le même instrument, dans différentes mains, peut être criminogène ou pas. Je ne crois pas que dans le cas de Rosado, ce fut le détonateur. Juste une excuse pour tuer. Fin de polémique. Déjà le pays a le regard porté sur le procès à venir.
mai 97, cette année-là, l'hiver fut doux à Madrid. Pourtant, dans la salle du tribunal d'instruction, le public qui assiste au procès du crime du jeu de rôle, comme l'a baptisé la presse, a le sang littéralement glacé à l'énoncé des faits. Tout au long du procès, Javier Rosado, le principal accusé, va faire preuve d'un cynisme épouvantable. Aucun remords, aucune excuse adressée à la famille. L'accusé restera longtemps silencieux et lorsqu'il se décide enfin à parler, c'est l'horreur. La presse décrit un terrible psychopathe et évoque le silence des agneaux. En Espagne, les procès sont filmés, mais cette fois-ci, les familles des accusés s'y sont opposées. Cependant, elles ne pourront pas éviter sa surmédiatisation. Carlos Berbel, responsable de la communication de la magistrature espagnole, y a assisté. À l'époque, il avait pris place sur les bancs réservés à la presse. Et ça jouait des coudes pour suivre les débats. Ce procès, c'est l'un des plus importants de l'histoire. Tous les médias étaient présents, et quand je dis tous, c'est tous. Agences de presse, radio, télévision, presse écrite. Berbel se souvient de l'ambiance, une ambiance pesante, une assistance médusée à l'écoute des faits et un accusé déroutant. Javier Rosado n'a pas ouvert la bouche. Il écoutait tout le monde avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il était convaincu que son point de vue allait prévaloir, qu'on allait le comprendre. En revanche, Félix, son complice, semblait affecté. Il semblait plus touché, je l'ai vu atteint. Il était mineur, il avait des problèmes dans sa famille. L'issue du procès est certaine. Les preuves sont formelles. La culpabilité des deux tueurs ne fait aucun doute. C'est sur le terrain de la responsabilité pénale que vont essentiellement porter les débats. Les experts psychiatriques se succèdent à la barre. On assiste à une véritable querelle d'experts. Pendant le procès, 3 analyses différentes vont être examinées. La première, qui prétendait qu'il était fou. La deuxième, qui prétendait un trouble multiple de personnalité. Aujourd'hui, c'est Jean, demain, c'est André, après-demain, encore une autre personne. Et une troisième qui disait que c'était un psychopathe criminel. En 2 mots, fou ou simulateur? La thèse de la folie est exposée d'entrée. Juan José Carrasco, une éminence de l'expertise psychiatrique pénale en Espagne, est formelle. Javier Rosado est malade. Il souffre de troubles multiples de la personnalité. C'est-à-dire que plusieurs personnes cohabitent dans son esprit. Par intermittence, elles en prennent le contrôle. Le cas de cet homme, qui souffrait d'une personnalité multiple, c'est le premier cas diagnostiqué en Espagne. Un cas unique, mais bien réel, pour cet expert en psychiatrie. Pour lui, le cerveau de Javier Rosado est scindé en 43 personnalités. Les unes incarnent le bien, d'autres le mal. Sa tête est structurée comme un jeu de rôle. Entre ces personnalités, c'est la guerre ouverte. On peut dire que son moi ne gouvernait pas ses actes. Ce sont les diverses personnalités qui accaparaient son esprit et déterminaient sa personnalité et son comportement. En fait, lui disait que ce n'était pas lui, mais ses autres personnalités qui gouvernaient ses actes. Il souffrait d'une totale désorganisation et de dépersonnalisation. Son esprit est structuré comme un poste de pilotage, comme s'il était contrôlé par son moi, et parfois il y avait des luttes entre les diverses personnalités qui voulaient prendre le pouvoir sur le moi. Des luttes sanglantes et terrible. Conclusion pour cet expert, Javier Rosado est malade. Il n'est donc pas responsable de ses actes. Dans la salle d'audience, c'est le tollé. Du côté de la famille de la victime, on rue dans les brancards. Cette théorie de la double personnalité, cette personnalité multiple, ça ne tient pas la route. Javier Rosado n'a jamais dit qu'il perdait le contrôle, mais plutôt qu'il prenait la décision de le perdre. À travers le jeu de rôle, il décidait « Maintenant je vais être un tel, maintenant autrui,
là encore un autre. Donc c'est un acte de décision. Sans qu'il ne le décide, il ne se métamorphosait pas. C'est pas un changement inconscient, c'est lui qui prend la décision de faire jouer telle ou telle personnalité. L'avocat contre-attaque et met en accusation le célèbre psychiatre. On m'a demandé lors du procès s'il pouvait être un simulateur et si donc il avait pu me tromper. J'ai dit, bah oui, il m'a peut-être manipulé. Manquerait plus que ça, je suis humain, on peut me tromper. Tout est possible, je l'ai reconnu. Le tribunal soupçonne alors le psy d'avoir été manipulé par Javier Rosado lors des longs entretiens qu'il menait en prison. Vous savez, en fait, il n'était pas un garçon mauvais. On avait une relation très cordiale. On m'a alors reproché que nos rapports soient trop cordiaux. Qu'entre nous se soit développée une relation de sympathie. Mais il faut le dire, c'était agréable, on discutait bien. Il était aimable, un homme de dialogue en quelque sorte. Et ils en sont arrivés à dire qu'avec moi, il avait un transfert affectif. Bon, oui, le transfert positif, ça existe. Ces mots d'empathie sortis de la bouche d'un psychiatre révoltent les proches de la victime. Il semble que lui seul, parmi tous les experts, ait eu cette relation privilégiée. José Cabrera a lui aussi rencontré à plusieurs occasions Javier Rosado. On peut dire que ce fut plus glacial entre eux. Je l'ai vu en prison 15 jours après son arrestation. C'était à la prison de Maldemoro, à côté de Madrid, je crois me souvenir. Il marchait dans les couloirs, parlait à personne. Je me suis présenté. Je suis le psychiatre qui va te parler et parler à ton ami Félix. Et lui m'a répondu littéralement, à quoi bon? Pourquoi un psychiatre doit-il me rencontrer? À partir de là, je lui ai demandé pourquoi cet acte? Parce que ça devait être comme ça. Voilà notre dialogue le plus important. Après, ce ne furent que des dialogues très courts. 15 secondes, 25 secondes, il ne voulait pas parler. Par la suite, Javier ne lui adressera plus la parole. C'est dire si cette différenciation de traitement relationnel à l'égard des psys est du pain béni pour la partie civile. C'est évident, Javier manipule son monde. Du côté des experts, la bataille continue. À la barre, 2 psychologues assermentés et mandatés par le tribunal suprême de Madrid. Leur thèse est diamétralement opposée à celle des précédents psychiatres qui argumentent sur la folie du meurtrier. Pour elle, Javier est un psychopathe, et la psychopathie n'est pas une maladie mentale. En effet, il s'agit, selon les experts, d'un trouble de personnalité, une déviance par rapport à la norme. C'est-à-dire que Javier a pleinement conscience du mal qu'il fait au moment de l'assassinat. Pour pouvoir l'affirmer, elle se base sur le test de Hare, qu'elles ont fait passer à Javier Rosado. Robert Hare est un psychologue nord-américain, l'un des principaux experts actuels en psychopathie. Il a élaboré un test qui permet de mesurer le degré de psychopathie chez un sujet. On est tous un peu menteurs, égocentriques, un peu narcissiques, un peu manipulateurs, un peu cruels. Mais on ne s'installe pas dans ces attitudes. Le psychopathe, oui. Le test R se compose de différentes questions, différents items qui permettent de donner une note entre 0 et 10 pour savoir quel genre de psychopathe il est. À partir de 7, on considère qu'on est totalement psychopathe. Le résultat est sans appel, 8 sur une échelle de 10. Pour les 2 expertes, la cause est entendue. La thèse des 2 psychologues, et qui s'opposait à celle des psychiatres, c'est qu'ils souffraient d'un trouble antisocial de la personnalité, mais qu'ils faisaient la distinction entre le bien et le mal au moment des actes. Et si tu es capable de différencier le bien du mal, tu es responsable de tes actes. Et c'est sur cette différenciation entre le bien et le mal que repose la thèse de ces 2 psychologues. Au terme des débats, aucune thèse sur l'état mental de Javier Rosado ne semble l'emporter. L'avocat de la famille Moreno nous résume d'un point de vue très imagé le questionnement qui taraude le tribunal. Si Javier Rosado était le protagoniste du film Psychose,
il n'aurait pas été pénalement responsable. Si au contraire, il avait été Hannibal Lecter, il aurait été responsable. Parce qu'à chaque instant, il avait la capacité de décision. Tandis que dans Psychose, le protagoniste ne l'a pas. Il devient une femme qui ne se contrôle plus. Dans l'autre film, oui. C'est donc facilement compréhensible. Lequel de ces deux personnages pouvait être mentalement Javier Rosado? Le procès s'achève. Enfin le verdict. Rosado écope de 42 ans de prison. Félix Martinez, mineur au moment des faits, de 17 années. Les juges ont été plus cléments avec lui, considérant qu'il avait agi sous l'emprise de Javier. Personne ne conteste les peines. La peine de Javier Rosado me paraît très bien. Et surtout qu'on a vu qu'il n'était pas fou. Il est à noter que le procès n'aura pas répondu à la question majeure. Javier est-il un fou ou un simulateur? La juge, la présidente du procès, a douté. Elle a douté à l'heure de savoir s'il avait simulé ou pas. Et c'est pour cette raison, la juge a pris la décision de ne pas suivre la théorie des psychiatres et a décidé d'un emprisonnement. Point final. Et après, les médecins en prison décident du traitement. Mais on n'a pas tranché, c'est resté dans le trouble, savoir s'il avait été ou pas simulateur. Carrasco, lui, n'en a jamais démordu. Javier Rosado aurait dû être jugé irresponsable. Le cas Rosado le torture toujours. Non, vraiment, on ne m'a pas suivi. Non, on n'a pas considéré mon avis. Ma version, quoi. En fait, c'est une version beaucoup plus light qui a été suivie, qui permettait une condamnation qui socialement passait mieux. C'est ce qui fait qu'il a été condamné. Aujourd'hui, ce psy formule une dernière volonté. Je ne m'interdis pas de rencontrer de nouveau Javier Rosado, un jour. Bon, d'abord, je lui demanderai comment il va. Ensuite, je lui demanderai s'il se souvient des discussions que l'on a pu avoir ensemble à l'époque. Et si j'avais une question à lui poser, je lui demanderai de répondre à la question des juges. M'a-t-il vraiment manipulé? Il rigolera et il ne me dira rien, finalement. 42 ans de prison pour Javier Rosado, 17 pour Félix Martinez. Ça peut sembler long, mais on va voir que non. On va même s'apercevoir qu'ici, le temps passe très vite dans les prisons espagnoles. Voici nos deux assassins derrière les barreaux. Et Javier, à peine franchi le seuil de la prison de Soto Real à la périphérie de Madrid, présente auprès du juge d'application des peines une bien étonnante requête. Il a demandé à emporter avec lui en prison le jeu de rôle. Parce que ce jeu, en somme, était devenu sa vie. Ce jeu était devenu plus important que sa vie réelle. Il est si peu conscient de ce qui se passe qu'il prétend poursuivre les parties en prison. Inconscience ou provocation? En tout cas, la réponse judiciaire ne se fera pas attendre. C'est non, pas de jeu de rôle en prison. On le lui a refusé, parce que les psychiatres et les médecins de la prison ont indiqué au juge qu'il n'était pas recommandable qu'une personne avec une telle pathologie d'entretenir sa pathologie avec un jeu. Il a mal vécu la prison parce qu'il ne l'avait pas. Sans son jeu race, Rosado tourne en rond dans sa minuscule cellule. Il va se plonger dans son autre passion, les livres. Il reprend ses études et là, une fois de plus, il ne va pas faire les choses à moitié. Il a réussi à étudier 3 cursus en prison. Mathématiques, chimie et informatique. En effet, des formations hautement intellectuelles. Il a su tirer profit de son temps et ça l'a servi même pour se rapprocher des autres, en apprenant à lire et à écrire à différents détenus. Il a eu un comportement de détenu modèle, coopératif, studieux. En prison, Javier Rosado serait-il sur la voie de la guérison? Eh bien non. Tout simplement parce qu'il ne sera jamais réellement suivi, réellement traité. Il n'a jamais voulu prendre des cachets. Jamais. Il n'avait aucune conscience d'être malade.
L'absence de conscience pathologique est un symptôme nucléaire des grands troubles psychiatriques. Au début, il en a pris, obligé par les circonstances. Mais le traitement a des effets secondaires. Tu es somnolent, tu as des tremblements, des effets que lui ne supportait pas. Et lui ne voulait pas être esclave des cachets. Peu à peu, sa conduite s'est normalisée. Et un jour, les propres psychiatres de la prison, les médecins, ont conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'il continue le traitement. On a donc supprimé le traitement. Félix Martinez, quant à lui, est éloigné de son maître à penser. Il purgera sa peine dans une autre prison à l'écart. Il sera encadré et protégé par les institutions. Félix a mûri alors. Il est devenu un homme en prison. Et là, oui, son père l'a enfin aidé. Je crois m'en souvenir. Soutenu, ils ont payé des psychiatres privés pour l'étudier, l'aider. Les années passent et soudain en 2006, c'est le tollé. Dans la presse filtrent des informations sur la volonté de Javier Rosado d'obtenir des permissions, obtenir l'autorisation par exemple de sortir certains week-ends. Et le pire, c'est qu'il en a le droit. En effet, en Espagne, le fondement du système pénitentiaire repose sur le concept de réinsertion. La loi espagnole, sa finalité, c'est de réinsérer le condamné dans la société. En Espagne, la perpétuité n'existe pas. La peine maximum dans les faits est de 30 ans. Et sous certaines conditions, le détenu passe en conditionnel. C'est ce qu'on appelle le 3e degré pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on sort lorsqu'on a purgé au maximum les 2 tiers de sa peine. Pourtant, si on fait les comptes, en 2006, lorsque Javier Rosado revendique ce statut, il n'a pas encore passé 14 ans en prison. Mais voilà, Javier Rosado a pendant des années dispensé des cours de maths à d'autres détenus. Pour chaque jour de travail, il obtient 2 jours de remise de peine. Donc en effet, en 14 ans, la peine est consommée entièrement. Les bons comptes font les bons amis, semble penser Javier Rosado. Et le 28 octobre 2006, grâce aux réductions de peine, il réclame et revendique son droit à sortir de prison. Pour marquer le coup et parfaire son image de repenti, Javier va même faire parvenir une lettre à la famille de la victime. Une lettre où il présente des excuses. « Je suis plus tranquille, résigné, excusez-moi pour cette horrible tragédie que j'ai infligée à un homme et à une famille. Ce que je paye aujourd'hui me paraît juste. Bien évidemment, plus jamais je ne ferai de mal à quiconque. » Il implore le pardon, mais je ne crois pas qu'il soit sincère. Pour les instances pénitentiaires, la rédemption de Javier conforte son statut de détenu réhabilitable. Pourtant, face à l'émotion générale que provoque cette sortie précipitée, la justice va traîner des pieds. La liberté conditionnelle lui sera toutefois accordée en 2008. Il est libre. Javier Rosado est physiquement libre, mais psychiquement, est-il libéré de ses pensées criminelles ? J'aimerais savoir dans quel état il se trouve. Je veux dire d'état mental. Pas simplement connaître son état pathologique. Non. Savoir comment il pense, tenter de gratter, voir si son concept du bien et du mal a changé. Ou s'il continue à appliquer son propre concept. Voilà. En termes de sciences comportementales, il n'y a pas de vérité absolue. J'adorerais penser que Javier Rosado est réinsérable, mais je ne crois pas. En d'autres termes, Javier Rosado va-t-il tuer de nouveau ? Je n'oserais pas dire qu'il va tuer de nouveau. Mais je n'oserais pas dire non plus qu'il ne tuera plus. Et si je dois choisir, je dirais qu'immanquablement, il y a un plus grand pourcentage de chances qu'un jour, il ne contrôle plus ses pulsions qui le poussent à tuer et qu'il le fasse. Les 2 psychologues qui, en leur temps, ont rédigé le rapport qui a influencé la Cour dans son verdict, eh bien, elles sont convaincues qu'il peut reproduire un acte d'une telle sauvagerie. L'expérience professionnelle nous indique que ce type de sujet ne se réhabilite pas, ne se réinsère pas, mais qu'une fois en liberté, ils se perfectionnent. Ils perfectionnent leur activité criminelle. Dans le cas de Javier Rosado, nous sommes en face d'une personne très intelligente. S'il tuait de nouveau, il serait beaucoup plus difficile de l'attraper.
Et du côté de la famille, on partage également ce sentiment. Javier Rosado repassera à l'acte. Il le fera. Il le refera, je pense, parce qu'il l'a aimé. Il l'a écrit dans son journal qu'il avait pris du plaisir. C'est sûr qu'il tuera de nouveau, sauf qu'il ne commettra plus d'erreurs pour pas être pris. Comment a-t-on pu relâcher, sans l'avoir fait soigner, un tel monstre et surtout sans aucun suivi? Comme dirait l'autre, l'Espagne a peur. Quant au complice, Félix Martinez, lui, il a quitté l'Espagne. Il réside à Berlin, où dans le plus strict anonymat, il a refait sa vie. Les deux assassins avouent ne plus être passionnés par les jeux de rôle. Et ça, franchement, on l'espère. Bonsoir.